d'être venus pour cette nouvelle session, ce soir sur la thématique des VC. Je suis super excité parce qu'aujourd'hui je reçois trois amis, mais personnes que je respecte énormément dans l'écosystème. Alexis, hello, qui est VC, je rentre rapidement, VC d'Xange, qui a participé à la levée de fonds de Gami, qui nous a fait confiance rapidement, avec Dimitri, qui était aussi chez Xange avant de passer chez Whitestar, un gros fonds américain, et Bartosz, dans un fonds qui s'appelle Alven, un fonds assez connu dans l'écosystème français également. Du coup, on va faire en 2 sessions, normalement, si ça dure pas trop longtemps. Une première session, table ronde, j'ai préparé quelques questions. L'idée, c'est d'essayer de comprendre ce que pensent les VC des entrepreneurs, ce que pensent les VC d'eux-mêmes, de l'écosystème, d'essayer de vous apporter quelques clés. L'idée n'était pas de focus forcément le VC dans le Web3, mais d'essayer de donner les clés du VC à des gens du Web3 ou qui veulent se lancer dans le Web3. Ouais. Bonjour, donc moi Alexis, donc je suis VC chez Xange, je passe partenaire normalement le mois prochain. J'ai rejoint l'équipe il y a 5 ans et je fais, à la base, quand je suis rentré, je faisais pas mal de santé, mais maintenant je m'occupe aussi pas mal de SaaS et donc beaucoup de crypto en ce moment. Je lève un fonds crypto pour Xange et donc j'ai investi notamment dans Request Finance là, avec Belderton, un truc d'invoicing pour payroll. Je suis au board de Coinhouse, qui est un peu le cousin de Ledger, c'est un spin-off. Il vient de lever 40 millions et j'ai mis un petit ticket dès le début dans Dogami et c'est parce que je connaissais Bilal de longue date. Bonjour à tous et merci d'être là. Donc moi je m'appelle Bartosz, je travaille pour un fonds qui s'appelle Alven. Pour la petite histoire, je travaillais aussi chez Xange entre 2014 et 2017 et c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombé dans la marmite crypto parce que donc, je suis arrivé en décembre 2014 et en janvier 2015 on a l'idée avec Xange le seed de Ledger, donc le hardware wallet, la petite clé USB. Et donc c'est le tout premier livre sur lequel j'ai travaillé, donc c'est un peu comme ça que je suis tombé dans la marmite. Et chez Alven, on est un fonds, on a 2 milliards sous gestion, on investit dans le Web 2 et dans le Web 3. Web 3, ça fait à peu près peut-être 20% des investissements en ce moment. On a fait une dizaine de deals, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Merci, bonsoir à tous. Donc pour la petite histoire, moi aussi j'ai travaillé chez Xange et en plus j'ai travaillé avec Bilal. Donc comme ça c'est full. Donc de mon côté, ici chez Whitestar Capital depuis février. Donc on a un fonds vraiment orienté crypto et le fonds généraliste chez Whitestar est plutôt focus late stage. On a plusieurs types de structures, donc à la fois le fonds généraliste, late stage, le fonds crypto, un hedge fund qu'on vient de monter en crypto également. Et sur ce dernier fonds crypto, on a une équipe de 5 répartie à la fois en France, à New York et à Singapour, donc multi-continent et voilà. Alright, du coup là pour la session, on va diviser ça en 4 parties. Une première partie où je vais leur poser un petit peu des questions perso pour comprendre un petit peu leur background, ce qui les a inspirés quand ils se sont retrouvés dans le VC. Après, comme je disais, dans la tête d'un entrepreneur. La deuxième phase, c'est dans la tête d'un VC. Et la troisième phase, c'est la relation entre le VC et l'entrepreneur. Du coup, première question, ou les premières questions, messieurs. Déjà, merci pour votre présence. Et essayez d'y répondre rapidement. J'aimerais bien savoir où est-ce que chacun de vous a grandi et qui vous a inspiré dans votre enfance. Moi, j'ai grandi à Paris, à Londres, et moi, c'était plutôt des personnages de jeux vidéo, parce que j'ai retapé 2 fois à force de jouer à World of Warcraft, donc voilà. J'ai grandi à Paris, moi j'étais un peu plus geek, moi j'aimais bien Léonard de Vinci, je trouve que c'est un mec assez stylé quand même. Ouais, moi j'ai grandi au Plessis-Robinson, donc banlieue sud parisienne, et moi j'adore le foot, donc c'était plus Ronaldinho. Alright, qu'est-ce que vous avez fait avant le VC et comment vous êtes retrouvé dans le VC? Complètement par hasard, donc moi à la base je voulais devenir super banquier et puis finalement c'était plus du tout sexy, donc j'ai essayé de monter des boîtes un peu, donc Swile en 2013 mais sans succès et après j'ai passé 2 ans à Necker dans une bibliothèque et du coup je suis rentré chez Xange pour m'occuper de Deep Tech. Un peu par hasard aussi, moi j'ai commencé pareil en banque d'affaires, j'étais chez Goldman à Paris et à Londres, et ensuite j'ai bossé dans une startup du marketing digital, donc secteur un peu moins sexy, en 2013, et je suis arrivé chez Xange en 2014. Ouais, donc moi à la base j'avais fait du droit avant de faire du commerce, et j'étais dans un stage dans un cabinet qui s'appelle Herbert Smith, où c'était en 2017, donc à l'époque il y avait toutes les ICO frauduleuses, et c'est comme ça que je me suis intéressé à la blockchain, et j'ai voulu en savoir plus sur la technologie en elle-même, et c'est pour ça qu'après j'ai rejoint Bilal chez EquiSafe, à sa première boîte, et de fil en aiguille j'ai atterri dans le VC tout en restant passionné de blockchain.
All right, thanks. Du coup, maintenant, on rentre un petit peu dans la phase 1, dans la tête d'un entrepreneur. Et vous voyez des entrepreneurs tous les jours. En moyenne, d'ailleurs, combien vous voyez de sociétés par an? Par semaine, peut-être une 15-20, je pense. Ça a tendance à décroître parce que quand on commence à avoir des boards, après, on prospecte moins, mais je dois voir 15 boîtes par semaine à peu près. Ouais, c'est dur à dire, mais si tu prends le haut de funnel, donc toutes les boîtes qui rentrent dans notre CRM, c'est entre 4 et 500 par mois. On en instruit 80 par mois, on en reçoit en partner meeting, donc qui rencontre toute l'équipe, à peu près 8 par mois, et on fait un investissement par mois. Ouais, alors nous, c'est plutôt sur des chiffres, une centaine par mois, uniquement Web3. Et après, au niveau des investissements par an, ouais, c'est à peu près entre 10 et 15 selon bear market ou bull market. Je vous laisse deviner actuellement comment ça se passe. C'est quoi les défauts récurrents que vous voyez chez les entrepreneurs? Ça peut être, côté truc éliminatoire, ça peut être quand le mec maîtrise pas ses chiffres ou on a l'impression qu'il est un peu hésitant, qu'il pourrait se contredire, tu vois, entre deux questions dans un même meeting, ou voilà, quand il manque d'honnêteté ou quand il se perd un peu dans ses chiffres. Ouais, c'est pas très éloigné, mais je pense le manque d'authenticité. En fait, pourquoi tu es là, quoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'as décidé de passer 18 heures par jour sur ce sujet plutôt qu'autre chose, quoi. Et donc quelqu'un qui a une bonne réponse à ce truc-là plutôt que c'est sexy ou j'ai vu une boîte aux US qui a levé 30 millions sur ce sujet-là. Et l'autre sujet, c'est le manque de lucidité qui est en fait le VC, on en reviendra sans doute, mais c'est fait pour financer une situation très exceptionnelle dans toutes les boîtes qui existent. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils veulent construire une boîte comme ça, alors qu'en fait pas du tout. Et du coup, quand tu n'as pas cette lucidité de savoir que, en fait, si tu veux rentrer dans le modèle d'un fonds de VC, ça fonctionne comme ça, et du coup, il y a l'ambition et les risques et la vitesse, etc., qui vont avec. C'est un manque de lucidité qui est néfaste pour le VC et pour l'entrepreneur. Ouais, moi je pense que de mon côté, c'est plus quand on est dans un call avec un entrepreneur et qu'on lui dit ouais, est-ce que tu as des concurrents, et qu'il nous dit non, j'en ai pas, parce que soit ma solution est mieux, soit parce qu'elle n'est pas encore sortie. Et ça, c'est toujours un red flag parce que ça veut dire que l'entrepreneur, soit il essaye d'éviter un peu le sujet parce qu'effectivement il a des concurrents qui sont similaires à lui, auquel cas c'est un red flag pour nous, ou alors c'est par un excès de confiance où il se dit que dans tous les cas, moi ma solution elle sera forcément meilleure que celle des autres, et forcément derrière on coupe court, quoi. Alors maintenant je m'adresse juste à Bartosz. Bartosz, tu as théorisé une sorte de framework pour essayer de qualifier, quantifier l'entrepreneur, le projet. Est-ce que tu peux nous en parler, nous la décrire? Moi j'adore ce framework parce que je trouve qu'il couvre vraiment toute la palette de ce que doit être un entrepreneur et de comment il doit voir sa boîte. Et j'aimerais beaucoup que tu nous la réexpliques à l'audience avec tes mots. Oui, carrément. Alors déjà, en petit disclaimer, comme tout framework, il est le plus souvent faux. Néanmoins, il a une qualité, c'est d'aider à prendre une décision rapidement. Et vu le volume qu'on traite, c'est important. Et l'autre sujet, c'est que c'est un framework qui s'applique uniquement, encore une fois, aux entrepreneurs que nous, en VC, on veut financer, donc des gens qui construisent des boîtes potentiellement gigantesques, mais avec une très forte probabilité que ça plante. Et donc ce framework, il est en fait assez simple. Il y a 3 champs de qualité qu'on va chercher chez l'entrepreneur. Le premier, ça va être autour de l'ambition. Alors, c'est pas l'ambition telle qu'elle est explicitée à l'oral. Ça, c'est facile. Dire je veux bouffer le monde, tout le monde peut le faire. En revanche, c'est vraiment une espèce d'énergie qui dévore la personne de l'intérieur et en fait, une impossibilité de faire autre chose que ce projet-là, quoi. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est autour de la vision. C'est bien d'avoir une envie des ventes, mais en fait, il vaut mieux qu'elle soit focus sur une cible à atteindre. Donc la vision, elle peut être long terme, c'est-à-dire bien comprendre les dynamiques d'un marché à très long terme et s'inscrire en fait dans l'évolution de ces dynamiques-là. Et la vision à court terme, donc bien comprendre ce qu'il faut faire pour arriver à atteindre cet objectif à très long terme. Et ensuite, enfin, il y a l'exécution, parce que c'est très bien d'avoir des super idées, mais ensuite, il faut les mettre en musique. Et donc l'exécution, pareil, l'exécution long terme, c'est de mettre les bonnes briques dans le bon sens et de d'abord se demander si le problème qu'on résout est important avant de se poser la question de comment est-ce que je vais faire pour gérer mon Discord. Et ensuite, l'exécution de court terme, c'est-à-dire, ok, demain et cette semaine, qu'est-ce que je fais? Ambition, vision, exécution, c'est un peu ça sur quoi on juge les entrepreneurs.
Et ensuite, il y a un espèce de facteur X qui est un peu un truc magique, qui est le charisme et la capacité d'attraction. Un entrepreneur, il passe son temps à vendre son produit, vendre l'opportunité de travailler pour lui, vendre sa boîte un jour au marché financier ou à un acquéreur potentiel. Et donc, du coup, il faut avoir cette capacité de vente, cette capacité d'attraction, parce que les talents, le capital, etc., tout ça, c'est des ressources qu'on doit savoir attirer à soi. Non, je voulais revenir sur le framework de partage. Déjà, qu'est-ce que t'en penses, toi, Alexis? Non, non, bah c'est très bien résumé. C'est hyper Est-ce que important. tu rajouterais Non, non, moi je trouve que c'est hyper important d'avoir ce genre de framework parce qu'encore une fois, on voit beaucoup de volume. Ça se fait souvent en très peu de meetings et d'ailleurs, plus on va en early stage, plus c'est le cas. Plus on va en crypto et plus c'est le cas parce que vous êtes dans un univers complètement frénétique, quoi. Donc c'est pas rare de devoir shooter en 3-4 jours, quoi. Donc c'est hyper important d'avoir un peu ces grilles d'analyse pour comprendre et ensuite c'est hyper utile deuxièmement parce que ça permet de bien regarder la personne qui est en face et encore une fois, on fait des métiers avec un gros sens humain, quoi, de la personne. Comment tu définirais, toi, le mot vision? Le mot vision, bah, c'est peut-être déjà de pas faire exactement comme tout le monde, parce qu'encore une fois, bon, il y a plein de manières de réussir. Très souvent, nous, les VC s'excitent sur des rôles modèles américains bien prouvés, etc. Et là, ce qu'on va chercher, c'est des brutes d'exécution. Et à l'inverse, les gars qui arrivent à créer un truc qui n'était pas pris depuis les US ou d'une boîte qui a bien marché, c'est aussi une forme de vision. Et en prêt, du coup, en crypto, c'est encore plus vrai. Encore une fois, enfin, des exemples à Ledger ou autres, c'est des personnes qui sont capables de doubler les tailles d'équipe, même quand c'est un hiver des cryptos et que tout se casse la gueule. C'est des gens qui continuent à lever des fonds dans le domaine, même quand tout le monde pose des stylos, etc. Donc je pense que c'est d'être capable de résister aux modes, aux petites aléas à court terme qu'on expérience tous les jours et de se dire qu'on est dans le sens de l'histoire et donc d'avoir une sorte de sérénité, quoi. Dimitri, une définition, comment tu définirais, toi, la vision? Ouais, la vision, Qu'est-ce qu'une bonne vision? Une bonne vision pour moi, c'est de toujours voir le run qui va suivre. Donc à partir de là, voilà. Capacité à anticiper. Capacité à anticiper, de définir toutes les métriques, de savoir lesquelles vont marcher, lesquelles vont pas marcher. Par exemple, est-ce que la rétention là va pouvoir scaler si je mets tel type de produit? De toujours avoir cette espèce de regard court-moyen terme qui permet in fine d'obtenir la vision idéale, autrement dit l'IPO, une belle exit. Comment vous, en tant que VC, vous qualifiez ou vous quantifiez le succès? C'est quoi être un entrepreneur successful? Faire beaucoup d'argent. Non, en vrai, dans notre métier, oui, c'est un peu ça quand même. C'est comme ça qu'on compte les points, quoi. C'est avec l'argent. À tort ou raison, mais en tout cas, dans notre métier, c'est comme ça qu'on compte les points. Et après, non, en fait, je pense que déjà, il y a, encore une fois, c'est cette notion d'authenticité, quoi. C'est-à-dire, quand tu es un entrepreneur et que tu es animé par la volonté de résoudre un problème, c'est ça qui doit être à la base de ton cheminement d'entrepreneur. Ce problème, il peut être très gros et représenter une valeur financière très grosse, mais c'est pas forcément le cas. Si c'est le cas, alors il faut bien le voir. Si c'est pas le cas, tu peux être très heureux en tant qu'entrepreneur en ayant fait la meilleure pâtisserie de mochi à Paris et tu seras très heureux, quoi. Et donc je pense que, il y a vraiment cette notion d'authenticité qui est importante. En tout cas, pour nous, VC, malheureusement, dans notre sport, c'est avec le retour sur investissement qu'on compte les points. Et donc, pour nous, c'est important. Mais il n'y a pas que ça, évidemment. Il y a aussi le fait de pouvoir construire une culture de boîte importante et bonne. Parce que c'est des histoires qui prennent du temps, avec beaucoup d'employés, des centaines de milliers d'employés. Et il y a la capacité à travailler avec toi en tant qu'entrepreneur. VC avec entrepreneur, et ça c'est aussi très important. Donc, juste quelqu'un qui a du succès, mais le fait correctement. Moi déjà, je suis d'accord avec Bartosz. Souvent, et c'est encore, il y a des exemples excellents en crypto, c'est quand ils arrivent à avoir du succès pour autre chose que eux-mêmes et aussi pour l'écosystème, etc. Enfin, encore une fois, si vous regardez Ledger, si vous regardez Sandbox, etc. Non seulement ils ont créé une super entreprise et ils font jamais mieux, font toujours mieux que moi ce que j'ai fait, mais en plus je trouve qu'ils aident collectivement la France, l'écosystème blockchain, et ils sont un peu partout, ils mettent des tickets partout. Xavier Niel c'est pareil, et ça je trouve que ça fait, c'est encore le step du dessus, c'est quand on arrive à rayonner pour au-delà de sa propre entreprise et de son propre succès, quoi. Ouais, je dirais aussi que
vraiment, ce qui permet de définir un entrepreneur successful, c'est de savoir s'il va aussi créer de l'emploi derrière, parce que forcément, c'est hyper utile pour la collectivité, pour l'environnement macroéconomique de la France, et derrière aussi, voilà, de pouvoir faire en sorte que ces salariés soient le plus épanouis possible, donc d'instaurer une culture d'entreprise forte, mais malléable en même temps, un peu comme celle à la Netflix, pour ceux qui ont lu le livre, ou comme Alan. Et ouais, je pense que c'est vraiment ces deux critères-là qui font que l'entrepreneur peut être successful et derrière de faire de belles exits et rapporter beaucoup d'argent. Alright, on a fini la première partie qui était que j'appelle dans la tête d'un entrepreneur, essayer de comprendre votre vision des mecs que vous voyez en face de vous. Comment? Et des filles, excuse-moi, des filles et des hommes, des femmes et des hommes que vous voyez en face de vous. Du coup, maintenant en phase 2, dans la tête d'un VC. C'est quoi les qualités d'un bon VC selon vous? Et voilà, c'est quoi les qualités d'un bon VC? Je pense qu'il faut être capable d'embrasser n'importe quel sujet assez rapidement, parce que bien sûr on se spécialise et donc nous on s'occupe de Web3, etc. Mais il n'empêche qu'il y a une diversité de sous-sujets qui est énorme et encore une fois tout va vite, donc on est obligé d'essayer de les comprendre au moins de surface, quoi. Mais je pense que l'empathie c'est vraiment hyper important parce que ça va permettre de sentir tout ce dont on parlait avant, c'est-à-dire l'authenticité de quelqu'un, son côté visionnaire, ses motivations, s'il est stable aussi, parce que enfin, je veux dire, c'est le métier le plus dur du monde, quoi. Enfin, le reward est gigantesque, mais il y en a pour 10 ans, il va devoir gérer des merdes toute la journée, il va devoir se battre contre ses clients, contre ses investisseurs. Donc c'est hyper important d'avoir des gars solides en face. Et du coup, ça demande de pouvoir un peu sentir les gens et de se mettre un peu dans leur pompe, quoi. Ouais, bah, tout à fait d'accord sur le point de l'empathie. Je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est que la manière dont je vois le travail du VC, c'est un peu comme un copilote dans une voiture de rallye. Tu vois, son rôle, c'est de voir loin, de prédire le prochain virage, le prochain obstacle, et pas de mettre les mains sur le volant. Et du coup, c'est cette capacité d'anticipation et de garder la tête froide. Donc, dans les bons moments, de se dire, ok, bah là c'est l'euphorie, il y a l'attraction et tout, mais fais gaffe à, j'en sais rien, tu viens de recruter 50 personnes cette semaine, donc fais gaffe à la culture. Ou à l'inverse, dans les mauvais moments, de garder la tête froide et de dire, ok, bah là tu bloques peut-être un peu sur ton CTO qui vient de partir. En revanche, n'oublie pas que tu as un super produit avec des clients qui sont contents, etc. Donc, vraiment, être l'espèce de stabilisateur automatique en période d'euphorie, voir, régler un peu les dangers qui peuvent survenir, et à l'inverse, en période de déprime, d'être supportif de l'entrepreneur. Un peu les mêmes qualités que les entrepreneurs au final. Ouais, c'est ça. Non, puis hyper intéressant de ce que tu viens de dire, Bartosz, sur le fait de toujours être supportif sur les entrepreneurs, même quand ça va pas. Donc autrement dit, de toujours être là, d'essayer d'être là pour les follow-on, même quand c'est des périodes de creux. Donc les follow-on, c'est les séries d'investissements qui interviennent après le premier investissement pour les VC. Et ouais, de toujours essayer de faire un vrai travail au corps avec les entrepreneurs, de toujours être là, présent pour eux, que ce soit à travers un Telegram chat, lors des boards, ou même de manière plus informelle. Je pense que c'est ce qui fait que un VC peut avoir cette bonne qualité, quoi. Il y a 3 notions qui sont super intéressantes. Il y a la notion d'être un peu un caméléon, de pouvoir absorber, une éponge, d'absorber différents concepts. Il y a cette notion un peu américaine de high bandwidth, t'en parles souvent, Bartosz, de cette capacité à traiter énormément de données et en fait, elle est distillée avec beaucoup de cohérence. Donc, c'est des qualités que je pense que les entrepreneurs partagent avec les VC. Alright. Qu'est-ce qui fait que vous êtes légitime à être VC, à être investisseur, à critiquer, à juger, critiquer dans le bon sens du terme, bien sûr, une boîte? Ouais, ça prend un peu de temps déjà. Au début, on se cache derrière les gens qui font ça depuis plus longtemps. Après, justement, je pense pas enfin, ça dépend d'ailleurs, mais je pense qu'il faut une grande humilité, quoi. Donc, moi, pour ma part, j'en avais un peu bavé avant d'entrer chez Xange, parce que ça se vendait bien sur le papier, mais mine de rien, moi, je vivais ça un peu comme 2 échecs, et du coup, ça avait un peu calmé, donc je le prenais humblement, et oui, non, je pense qu'il faut être... Enfin, je veux dire, moi, je suis hyper admiratif de ces gens-là. Parfois, je me suis déjà demandé si je devais pas aller remonter une boîte. Enfin, je veux dire, donc,
Je vois pas ça comme une position au-dessus, en dessous, ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est eux qui font le beau boulot, souvent. Parce que souvent, quand on arrive avec un rapport de force. Enfin, pas forcément pour vous, mais en tout cas... Pas en 2021. Pas en 2021, pas dans le Web3. Non, mais voilà, il y a cet a priori de ce rapport de force que j'aimerais bien briser et que vous mettiez à briser. Non, mais carrément, c'est un truc qui existe. Enfin, c'est un truc qui peut exister, en tout cas. Mais je suis 100% aligné, pas grand-chose à ajouter sur Alexis. L'humilité, je pense que c'est la qualité qui fait que on sait se remettre en question à chaque nouvelle rencontre. Et c'est justement la multiplication de ces rencontres qui font qu'au bout d'un moment, c'est vrai qu'on va voir des tendances émerger, des statistiques de trucs qui ont plutôt foiré et des statistiques de trucs qui ont plutôt réussi, et aussi des traits chez les entrepreneurs, dans les business models, dans les marchés, dans plein de trucs, de choses qui ont plutôt réussi ou pas. Et du coup, c'est juste ça qu'on met en application. Mais en même temps, on a tort beaucoup plus souvent qu'on a raison dans le métier d'investisseur. Et donc, je pense que garder cette espèce d'humilité, c'est important, ne serait-ce que pour sa propre santé mentale et en plus pour la qualité de notre output. Dimitri, tu étais un peu plus jeune. C'est quoi d'être un jeune VC dans une structure comme ça? Ouais, bah, déjà, ce qui est incroyable, c'est la learning curve. Moi, j'ai eu la chance déjà chez Exchange, j'en ai avoir une pas mal. Alexis m'a bien coaché sur toute la partie du sourcing, mais ouais, c'est de pouvoir constamment apprendre justement sur les différentes facettes du métier, à la fois le plan opérationnel, toute la gestion du fonds, on en parlera un petit peu après au niveau reporting auprès des LPs qui sont nos propres investisseurs. C'est aussi au fur et à mesure des rencontres avec les entrepreneurs. C'est assez marrant parce que le framework dont tu parlais, Bartosz, en fait, tu te le crées de manière un peu implicite au fil du temps, avec toi-même tes propres traits subjectifs, et tu arrives à voir ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Enfin, en tout cas, tu vas essayer de le voir. Donc voilà, ouais. C'est vraiment de pouvoir être en apprentissage constant, c'est extra. Qu'on soit VC ou qu'on soit entrepreneur, il y a aussi un concept qui est important, je pense, qui est le concept de l'intuition. Comment vous définissez l'intuition? Est-ce que c'est justement la capacité à distiller ce qu'on disait, une énorme quantité d'informations de manière cohérente? Je pense qu'il y a de l'intuition. Bon, déjà, ça se fait pas d'en parler. Non, je rigole, mais je veux dire... je sais pas. Voilà, on veut briser la glace. Ouais, non, mais c'est intéressant. Je connais quelqu'un dans notre écurie qui est un grand intuitif, et en plus ça marche. Donc c'est ça qui est étonnant. Où ça se plante en beauté. Exactement. Mais donc non, mais l'intuition sera plutôt sur les gars hein, en général, ou sur les filles. Enfin, je veux dire sur les founders de manière générale, quoi. Je pense que en tout cas, il faudra qu'on ait d'autres choses, tu vois, autour du marché, autour des clients potentiels et compagnie. Je pense que l'intuition, elle se fait sur les individus surtout. Et alors, les individus et le marché, entre guillemets, les entrepreneurs qui viennent vous voir, ils essayent de vous présenter une rupture. Et quelle intuition vous avez sur cette rupture-là? Elles sont pas faciles, celles-là. Non, je vais te donner une réponse qui m'arrange parce que je suis pas un grand intuitif. Tu vois, quand on fait des frameworks, c'est qu'on n'est pas un grand intuitif. En fait, je pense que l'intuition, c'est important parce que, en fait, mais c'est important de comprendre ce qu'est l'intuition. L'intuition, c'est pas YOLO, quoi. En fait, l'intuition, c'est le résultat d'un espèce de mécanisme que tu sais pas trop expliquer, mais qui existe quand même, d'expériences accumulées qui te poussent à, en fait, prendre une décision très rapidement sur un sujet. Mais donc c'est pas le hasard, tu vois, c'est autre chose, quoi. Et donc l'intuition, moi je trouve qu'elle est vitale à garder, il faut savoir l'écouter, mais elle est informée. Et surtout, en fait, pour communiquer, pour le coup, pour avoir travaillé avec cette personne aussi chez Exchange, parfois c'est terriblement frustrant quand la personne te dit je le sens ou je le sens pas. Et en fait, quand tu travailles en équipe, tu peux pas dire ça. En fait, faut expliquer un peu parce que il y a des gens plus juniors, il y a des gens qui ont plus d'expérience, moins d'expérience, il y a des gens qui sont pas d'accord avec toi. Et donc, en fait, il faut pouvoir avoir un débat sur des faits. Et du coup, l'intuition c'est très bien, mais il faut l'étayer avec, faut la post-rationaliser en fait. Tu pars de ton intuition, après tu dis ok, tu te poses et ok, pourquoi est-ce que j'ai eu cette intuition? Ok, c'est tel élément qui m'a fait penser ça, etc. Donc voilà, je pense que c'est fondamental de garder de l'intuition parce qu'en fait, elle dit quelque chose de vrai, mais il faut aussi l'enrober en fait de construction un peu plus rationalisée, déjà pour ne pas te planter la prochaine fois,
et d'autre part pour travailler en équipe. Aussi, on se souvient des bonnes intuitions, mais on se souvient jamais des mauvaises. Donc, peut-être dans votre métier, si, mais... On fait vachement, justement, on essaye vachement de noter ces trucs-là. Enfin, de temps en temps, tous les 3-4 mois, on se fait des exercices où on se force à prendre des notes à chaque fois qu'on a un peu avancé sur un deal et pour les re-regarder 6 mois après et essayer d'analyser pourquoi on a réfléchi comme ça, quoi. Justement, c'est important de faire des trucs comme ça. Je finirai juste aussi sur l'intuition pour dire que c'est bien aussi de croiser les intuitions. Donc très souvent quand même, nous on shoot jamais à vide quoi. Donc encore une fois, ok, on doit assimiler ou s'approprier un sujet assez rapidement, mais en même temps, on ne va jamais autant en profondeur que quelqu'un qui fait ça toute sa vie quoi. Donc on parle à beaucoup de gens, c'est vraiment fondamental quoi. Et surtout quand ça va vite. Et donc du coup c'est important justement dès qu'on sent que moi je sens que j'ai que mon intuition. Je me force, c'est une forme d'angoisse chez moi, à parler à 3 ou 4 personnes de plus. Et donc maintenant, si j'ai pas ça, je me dis que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et voilà. En plus, le VC est un travail collectif. Quand, entre guillemets, vous êtes convaincu par un entrepreneur, vous devez après convaincre vos partenaires de prendre le call avec l'entrepreneur. Et pour ça, vous devez être vous-même convaincu. Ça c'est justement un biais intéressant parce que ton intuition, tu es obligé de la mathématiser, de la rationaliser parce que si tu arrives devant les autres personnes de ton fonds et que tu dis ah bah, j'ai une super intuition, super, il faut vraiment les financer, les autres gens de ton fonds ils vont te regarder avec des yeux de fou, ils vont te faire ah, mais attends, t'as pas d'éléments tangibles, pourquoi tu penses comme ça, qu'est-ce qui fait que tu as une bonne intuition justement. Et là on en revient à ce que Bartosz expliquait, c'est pas juste effectivement YOLO, c'est vraiment tout un schéma de pensée qui a amené à cette intuition, qu'elle soit positive ou négative. Donc, Comment vous essayez d'éviter les biais de décision d'investissement? Biais au sens large. Votre background, je sais pas, un mec qui veut faire un truc pour la diaspora libanaise alors qu'il est russe, ou j'en sais rien. Là, le collectif est pas mal. On fait des trucs très individualistes, des métiers assez individuels. Et donc c'est le plus dur d'ailleurs, c'est d'arriver à croiser son regard avec les autres. Et donc on se force un peu à ça. Donc même d'ailleurs, il y a un moment on l'avait un peu oublié. Donc là on a resystématisé d'arriver à 2 ou à 3 dans un prochain meeting, même si bon c'est un peu chiant parce que il y a aussi une part de séduction dans ce qu'on fait. Souvent il y a 20 personnes en face, il y a Bartosz en face, et du coup il faut forcément mettre les bouchées doubles pour essayer d'attraper l'entrepreneur quelque part. Et en fait du coup ça peut être un coup d'arriver à beaucoup, ou ça peut être aussi un énorme atout, mais en tout cas faut pas hésiter quoi. Comme ça vous permet de réfléchir à tête froide et d'avoir des gens qui vous ramènent un peu à la raison justement si vous êtes trop biaisé quoi. Ouais, pas grand chose à ajouter, si ce n'est du coup se considérer aussi soi-même comme une autre personne, alors sans être schizo, mais juste de se dire ok, j'ai pensé ça il y a 6 mois, pourquoi, c'était quoi ma méthode de réflexion, et distinguer en fait, enfin c'est pas de moi, hein, mais la qualité du processus de décision de la qualité du résultat, parce que c'est comme au poker, en fait statistiquement à toute main qui est distribuée, vous devriez la jouer ou vous devriez pas la jouer. Et en revanche, suivant ce qui se passe au milieu de la table, parfois ça rate et parfois ça réussit. Donc là, c'est un peu la même chose. Faut constamment réauditer en fait son processus de prise de décision et le remettre à jour à la lumière de nouvelles choses qu'on découvre. Ouais, et d'ailleurs, ce qui est super utile, je pense, c'est de voilà, nous en tant que VC, on voit des entrepreneurs une première fois, on a nos propres biais qui soient subjectifs ou objectifs, donc subjectifs par rapport au caractère, est-ce qu'ils nous ressemblent, parce que mine de rien, il y a une notion de mimétisme qui rentre tout le temps dans les interactions humaines, que ce soit sur Zoom ou en physique, et il y a une autre notion aussi, plutôt sur les critères objectifs, où nous on va se dire, bah, voilà, sur telle dilution, tel type de levée, ça ferait sens pour moi, mais peut-être que c'est pas le cas pour un autre membre de notre équipe, c'est pour ça que c'est hyper important que d'autres membres de notre équipe puisse voir le deal avec ses propres biais, de confronter ensuite nos biais ensemble et de voir s'il en ressort. Alright, thanks pour cette phase introductrice dans la tête d'un VC. Là, je vais vous poser des questions plus liées au rationnel d'invest et on va faire des jumps entre le Web 2 et le Web 3 pour voir un petit peu les différences. Qu'est-ce qui change dans votre approche d'investissement entre les boîtes Web 2 et Web 3? C'est une bonne question, non mais vraiment.
Si non, tu peux dire rien. Ouais, non, je vais peut-être la passer celle-là, on va attendre de réfléchir parce que je ne sais pas. Ouais. Peut-être avant de parler de ce qui change, on peut peut-être parler de ce qui ne change pas. Donc, en fait, souvent d'ailleurs, et beaucoup d'entrepreneurs et de VC surtout oublient complètement tout ce qu'ils ont appris pendant une dizaine d'années d'investissement Web 2 lorsqu'il s'agit de Web 3. En disant c'est nouveau, je comprends pas les règles. Ça. Et en fait, la réalité du succès d'un business, elle reste la même. Il faut résoudre un problème important et grandissant avec un produit que les gens aiment et pour lequel ils sont prêts à payer. Voilà, c'est aussi ce qui compte ça en fait. Et donc ça, c'est vrai en Web 2, c'est vrai en Web 3, c'est vrai en SaaS, c'est vrai en AI, c'est vrai en hardware, c'est vrai tout le temps. Et du coup, ça, je pense que c'est fondamental de garder ça en tête et de se dire qu'est-ce que c'est le problème que je suis en train de résoudre. Est-ce que vraiment la blockchain est le meilleur moyen de résoudre ce problème-là? Est-ce que je le considère comme une fin en soi parce que je trouve ça stylé de faire une boîte Web3 parce que c'est le mot à la mode en ce moment et j'aurais fait de l'AI en 2016 et j'aurais fait de l'impression 3D en 2014 ou est-ce que vraiment en fait la philosophie de la décentralisation et la capacité à représenter l'ownership de manière digitale qui n'existait pas avant, c'est effectivement la meilleure manière de résoudre le problème j'en sais rien, la monétisation pour les créateurs de contenu. Dans ce cas-là, ça s'applique, mais il y a plein de trucs où ça s'applique moins encore. Donc je pense que avant de voir ce qui change, il faut voir ce qui change pas. Et pour moi, c'est un peu ça, les fondamentaux business. Et après, sur ce qui change, en fait, pour moi, la différence, elle n'est pas tant Web 2 ou 3 que modèle décentralisé, modèle centralisé. Parce que typiquement, on parlait de Ledger ou de Kaiko, c'est pas des boîtes décentralisées, c'est pas vrai. C'est une boîte qui vend du hardware et une boîte qui vend du SaaS. Pour un domaine spécifique qui se trouve être la crypto, mais c'est des boîtes avec un board, avec une levée de fonds auprès d'investisseurs, avec des employés, etc. Or, un protocole décentralisé, en revanche, c'est un alignement entre la communauté, les utilisateurs, les investisseurs, et cet alignement se fait par un instrument qui est les tokenomics. Et donc pour moi, c'est vraiment ça la grosse diff, quoi. Et là-dessus, je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre où se fait la création de valeur, ce que se fait au niveau de l'entreprise, ce que se fait au niveau du protocole, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même de capter la création de valeur, et ensuite de bien comprendre l'importance de la communauté. Est-ce que la communauté est vraiment au centre? Est-ce que les entrepreneurs sont conscients qu'elle doit être au centre? Et est-ce qu'ils font tous les efforts pour la mettre au centre dans un modèle décentralisé? Ouais, je dirais aussi que pour rebondir sur ça, au niveau de la communauté, ce qui a vraiment changé, c'est qu'en Web2, il y avait d'abord un produit, ensuite des gens qui utilisaient ce produit, donc une communauté qui se construisait, ce qui produisait ensuite des KPIs positifs, tant sur le revenu que la rétention. Alors que là, avec le Web3, c'est d'abord build la communauté sur Discord, ensuite avec le token rewards, sortir le produit et scaler. Donc il y a un changement de paradigme au niveau du go-to-market qui se fait de manière beaucoup plus early grâce à la communauté en Web3. Et ensuite, il y a dans l'analyse des deals en eux-mêmes, parce que les métriques ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Web3, on parle de FDV, Market Cap, Total Supply, Circulating Supply, ce qui n'est absolument pas le cas dans les deals Web2. Donc c'est une manière aussi de raisonner qui est complètement différente versus des business models qui sont un peu plus classiques. J'ai envie de dire qu'est-ce que vous attendez d'un entrepreneur dans le Web3, mais plutôt, sans offense, vous venez de VC, à part peut-être Dimitri, de VC plus traditionnel Web2, historiquement. Quels sont les codes que vous avez ciblés dans le monde du Web3 que vous essayez de retrouver pour vous conforter dans votre décision d'investissement? Alors déjà, qu'est-ce qu'on va attendre d'entrepreneurs? En fait, ce qui est marrant, c'est que finalement, j'ai cru qu'à un moment que les VC justement Web 2 allaient être déconnectés du Web 3. Et en fait, il s'avère que en fait, monter une boîte crypto, c'est quand même monter une boîte. Et en fait, la proposition de valeur était encore plus forte parce que on les battra jamais en crypto. Ils baignent là-dedans depuis 5-10 ans, ils sont éminemment techniques, etc. Mais souvent en plus complètement épris de choses décentralisées, d'idéaux, etc., de liberté, ils ont bien raison. Mais donc du coup, ils n'ont pas le formalisme, et je ne sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais en tout cas, c'est vrai que pour passer une boîte de 10 personnes à 200 personnes, eh ben, il faut arriver avec une sorte de science de l'organisation,
qui est comment tu structures des équipes de sales, comment tu les incentives, et comment est-ce qu'on devrait recruter un head of people maintenant, etc. Et donc je pense que là-dessus, au final, les VC peuvent apporter quelque chose, heureusement, parce que encore une fois, en crypto, ils seront bien plus compétents que nous. Donc, ah, mais je suis une fois d'accord avec toi. Et souvent, le Web3 se considère tellement comme un territoire à part que y a beaucoup de choses qui sont réinventées pour pas grand-chose. Et beaucoup de connaissances qui sont apprises sur le tas alors qu'il y a plein de gens qui les avaient. Et je reprends humblement même l'exemple de Dogami. J'étais chez Ubisoft cet après-midi. Ils m'ont montré un petit peu les jeux sur lesquels ils bossaient. J'étais choqué, mais en fait, ce choc m'a permis de réaliser que en fait, j'étais peut-être un peu naïf avant et que en fait, j'ai compris la nécessité d'avoir encore plus de profils gaming historiques pour compléter les équipes de Dogami pour que le jeu ait plus de chances de réussite lors de sa sortie. Donc, mille fois d'accord avec ce que disait Bartosz, d'insister sur les choses qui ne changent pas, et il y en a beaucoup plus que des choses qui changent. Et peut-être juste pour compléter ce qu'a dit Alexis, et je suis à 1000% d'accord, en fait, je suis toujours un peu mal à l'aise avec le terme de crypto-natif, parce qu'en vrai, la ICO d'Ethereum, c'est 2014, donc si t'es crypto-natif, c'est-à-dire que t'as pas d'expérience, en fait. Enfin, c'est aussi simple que ça, quoi. Ça veut dire que t'as commencé en 2014, t'as ta vie pro, et que donc, en fait, à l'échelle d'une carrière professionnelle, t'as très peu d'expérience. Et donc, du coup, effectivement, factuellement, la plupart des gens qui aujourd'hui font des trucs en Web3 sont pas des crypto-natifs. Et heureusement, parce que du coup, ils amènent tout leur bagage de company building, de vente, de recrutement, de management dans le Web3. Et c'est ça qui va faire que cet écosystème-là va scaler, parce que c'est sympa d'avoir des équipes avec 3-4 devs et un community manager, mais c'est pas comme ça que tu construis un gros truc, quoi. Chez AV, il y a un CFO, je lui ai parlé, il a une petite chemisette, des petites lunettes, il est gros, il est anglais et il a 50 ans. Et c'est une bonne scale, c'est ça, quoi. Et donc ça, il faut quand même garder ça en tête. Et le dernier point sur lequel je suis 100% d'accord avec Alexis, je voulais juste insister là-dessus, c'est justement, je pense que l'un des trucs qui a attiré beaucoup de VC pure crypto, c'est cette espèce d'illusion qu'on pouvait avoir des profils de retour sur investissement proches du VC, des 50 fois son investissement, 100 fois son investissement, 1000 fois son investissement, et en même temps une liquidité qui est celle des marchés cotés, c'est-à-dire des marchés liquides, 24/7 et vendre ses actions comme ça. Ça, on a vu et on voit en ce moment avec la liquidation de Three Arrows et d'autres fonds comme ça, que en fait, c'est une connerie en fait. Genre, il y a une raison pour laquelle ça prend du temps de construire une startup, et il y a une raison pour laquelle il y a des lock-up, et il y a une raison pour laquelle la liquidité sur les boîtes qui opèrent dans un truc très risqué, c'est pas toutes les 5 minutes. Et cette raison-là, c'est parce que toute startup, elle passe par des hauts, des bas, etc. Et donc, en fait, le fait d'avoir un actif tout le temps liquide, c'est aussi un danger. Et le fait d'avoir un token tout le temps liquide, c'est aussi un danger. Et donc, il faut le prendre en compte. Et du coup, je pense que bosser avec un fonds qui n'est pas crypto-natif, mais qui a aussi cette expérience Web2, c'est s'assurer de quelqu'un qui comprend que la timeline de construction d'un projet qui a réussi, c'est pas 18 mois, c'est 7, 8, 10 ans, quoi. Ouais, et puis aussi, je pense que voilà, quand on est jeune, qu'on sort d'école, un peu comme moi typiquement, qu'on a vu du Web3 passer un peu partout, c'est hyper attirant, gros héros potentiel, on va tout exploser. Et puis là, tout d'un coup, on ne sait pas ce qui se passe, le Bitcoin chute, l'Ether chute, les stablecoins chutent, les autres coins chutent, et là, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc, ouais, il y a tout ce fait d'essayer de recruter dans son équipe des personnes peut-être qui te permettent de prendre un peu plus de hauteur par rapport à toi, par rapport à tes compétences. Ok, tu es peut-être très fort en Solidity, en Rust, tu connais toutes les différences entre Solana, Avalanche, Ethereum, and so on. Mais quelque part, je pense que pour avancer très correctement dans une entreprise, pour qu'elle puisse scaler, il faut aussi des profils variés. Et plus il y a de variété dans une entreprise, à la fois sur les profils, sur l'âge, sur les compétences, comme tu le disais dans le domaine des jeux vidéo avec Dogami, plus l'entreprise va être profitable, quoi. Alors, merci de faire la transition sur le contexte économique. En quoi le contexte actuel de la guerre, de l'inflation partout dans le monde influence le VC?
En vrai, ça influence pas mal. Là. Ces jours-ci, ça a vraiment changé du tout au tout en quelques semaines. Donc, on est parti d'une phase d'expansion où l'argent était pas cher à un moment à une sensation de rareté. Et ça a switché vraiment en 2-3 semaines. Et du coup, ben, on décide, en fait, nous aussi, on fait des plannings en termes de vitesse d'investissement, de nombre de dossiers qu'on va faire, donc on le revoit à la baisse. Deuxièmement, on va essayer d'aller, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous, mais plutôt sur du early stage, pour essayer d'éviter de payer des évaluations trop élevées et surtout de déployer trop d'argent trop vite. Mais en fait, on a un nombre limité d'argent. Maintenant, on va se retrouver probablement, comme les entrepreneurs, à avoir un peu du mal à relever des véhicules si on y va si on part maintenant. Et du coup, même nos réserves, en fait, parce que pour 1 euro de primo-investissement, on garde 1 euro pour refinancer les boîtes du portefeuille. Ben, on commence à compter les sous pour essayer d'allouer ça intelligemment aux boîtes du portefeuille entre les top performers sur lesquels on a envie de reparier beaucoup, mais en même temps de garder un peu d'argent pour toutes les autres boîtes qui n'ont pas eu de chance sur le timing et qui ont sûrement du potentiel, mais qui vont devoir lever quoi qu'il arrive et qui ont besoin de nous. Ouais, je pense aussi qu'il y a eu un gros enjeu depuis la guerre en Ukraine. Il y a eu à la fois des côtés positifs et négatifs sur les cryptos. Le côté positif, c'est que on a bien vu l'utilisation des cryptos qui permettaient à l'Ukraine de pouvoir obtenir plus de financement pour lutter contre la Russie, d'obtenir plus de budget. Et le côté un peu négatif, je dirais, c'est que justement la Russie, de son côté, permet de sortir du système interbancaire et au final de trouver une solution au fait de s'être mis au ban par le système SWIFT via les US, etc. Donc je trouve que ça a mis quand même un beau coup de projecteur sur les cryptos, mais le problème, je pense qu'il est plus au niveau des taux directeurs, de l'inflation et du contexte macroéconomique des startups en général, qui a ressurgi sur les startups en Web3 et qui explique la situation actuelle. Mais tout le monde le subit, hein, parce que même nous qui sommes en train de lever un fonds crypto, donc on peut pas être plus persuadé d'être dans le sens de l'histoire. Justement, on a beaucoup réfléchi sur le fait qu'on voulait absolument parier sur des trucs qui allaient être résistants au cours du Bitcoin et la volatilité ambiante, etc. Et donc là, même ces semaines, les gens ont quand même tendance à bosser un peu moins vite, quoi. Mais pour des trucs bêtes, hein, commissaire aux comptes, custody, je veux dire, quoi qu'il arrive, tout le monde le subit un peu. Il y a un peu de la frénésie qui est retombée. Et même nous, on est parti conquérants. Et donc là, on sait que ça va le faire. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est vrai que les meetings ont tendance à s'espacer un peu, etc. Les choses ralentissent de manière générale. Juste pour ajouter un truc à ce sujet, en fait, faut garder en tête quand même que c'est un ralentissement qui ne touche pas que la crypto, et que je pense que la surprise et la différence, c'est de voir qu'en fait la crypto est très corrélée aux autres classes d'actifs, alors qu'on pensait pas que c'était le cas. Et juste pour resituer un peu les trucs, pendant le Covid, il n'y a jamais eu autant de création monétaire par les banques centrales et particulièrement la Fed aux US. Et d'injection d'argent dans l'économie. On pouvait pas dépenser, les gens voyageaient pas, ils sortaient pas, ils étaient enfermés chez eux. Donc à part, tu peux augmenter un peu tes dépenses de jeux vidéo et tes dépenses d'aller acheter un vélo Peloton, mais à part ça, en gros, tout le monde a épargné. Et les trucs les plus sexy, visibles et accessibles, c'est les actions tech et le Bitcoin. Et donc du coup, faut pas oublier que l'espèce de bull run de fin 2020, et tout 2021, il était très drivé par la surabondance de liquidités qui sont allées se déverser dans la crypto notamment, et que en termes d'usage, on est encore des nains quoi. Sur MetaMask, il y a entre 1 et 25 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Sur Facebook, c'est 2 milliards. Sur le groupe Facebook, sur les différentes apps, WhatsApp, Insta et tout. Et donc, du coup, il y a quand même un facteur 100 quoi, à aller bridger. On va le faire, mais ça va prendre du temps. Et donc, je pense que les 3 trilliards de de market cap crypto de novembre 2021, c'était très, 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 très inflaté par rapport à la réalité en fait de l'usage aujourd'hui. Et ça tombe bien, parce qu'on est tous là pour bosser sur les vrais cas d'usage de la crypto. Mais voilà, en fait, c'était une bulle qui a très bien fait d'éclater. Je pense que c'est super pour tout l'écosystème à long terme. Et voilà, il faut prendre ça plus comme une opportunité que comme une mauvaise chose, quoi. Moi, je suis quand même ahuri
de voir de ce qui s'est passé dans l'écosystème, mais même pas Web3. C'est tout l'écosystème entrepreneurial où il y avait une euphorie, encore plus dans le Web3, à douche froide, sauf petit peu, c'est le Covid de la finance. Genre, ils ont fermé les volets, il n'y a plus personne qui répond. Donc, combien de temps vous pensez que ça va durer? Parce qu'au final, je pense que c'est le stress, les gens sont en stand-by, l'avenir va un peu s'éclaircir et trouver son point d'équilibre. Et donc pendant cette période transitoire, je comprends qu'on soit on hold. Ouais. Je pense que ce ne sera pas tout de suite aussi euphorique que ces dernières années. Après, je pense que c'est toujours pareil, tout est amplifié dans le monde maintenant et c'est de plus en plus vrai et c'est encore plus vrai dans la crypto. Donc, je pense que le coup d'arrêt est dur, mais c'est nécessaire encore une fois pour que les choses reviennent à la normale. Et après, sur le long terme, je reste persuadé que voilà, côté économique, la fête est un peu finie, mais le monde va continuer de tourner. Et côté crypto, encore une fois, comme tu parlais, Bartosz, du facteur de 100 à aller chercher. Je pense quand même que vous êtes sur la bonne vague, quoi. Donc, faut avoir confiance en l'avenir, quoi. Je veux dire, c'est important. Et de la même manière que nous aussi, on épouse un peu le drame ambiant là, mais en réalité, on est aussi très actifs. Il y a plein d'entrepreneurs. Je veux dire, moi parfois j'aime bien faire passer les entretiens de stage et quand tu demandes à quelqu'un qui sort d'une très bonne école aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire, ben, soit il veut s'occuper du climat, soit il veut s'occuper de la crypto et c'est là-dedans que j'ai confiance, moi. Donc, l'humanité va continuer d'être là et l'activité économique va être portée par la crypto et l'humanité ne peut pas vivre sans activité économique. Donc, je reste très optimiste. Moi. Non, mais c'est cyclique, il faut aussi avoir la résilience et la patience de traverser la tempête. Du coup, qui dit nouveau contexte économique, dit forcément il y a des types de boîtes qui marchent mieux que d'autres. On vit dans un monde cruel, donc les top performers performeront toujours bien, attireront toujours les capitaux, et donc quand vous êtes de toute manière top 10%, top 25%, enfin, je veux dire, quand vous gagnez, les gens se ruent sur vous. Par contre, on rentre dans un monde où maintenant il va y avoir un rationnel business qui sera plus développé, quoi. Et c'est encore plus vrai pour le Web 2, qui sont des plays moins tech quand on fait des investissements. Mais en tout cas, les gens vont s'asseoir et vont vraiment comprendre à quoi ça sert de lever tant. Avant, on s'en foutait un peu du business plan, c'était la dilution qui comptait et à chaque fois on allait chercher le plus possible et compagnie. Là, on va retourner aux fondamentaux, quoi. Donc il faudra, donc c'est moins vrai en seed, mais plus le temps passe, plus combien te coûte ton cesse, combien il te rapporte, combien ça te coûte d'écrire un client, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, viens on s'en reparle dans 2 mois, est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu veux engager 12 personnes et alors que tu peux le faire avec 8? Donc c'est juste que les gens vont être plus regardants, quoi, de manière générale. Après, encore une fois, tant que ce sera rationnel, on continuera à vivre et à investir, quoi. Alors, je vous donne un exemple, peut-être j'ai mal formulé ma question, mais la semaine dernière, j'étais avec Carlos Diaz à New York. Carlos Diaz, qui est un super podcasteur, et un vieux de la vieille du SaaS. Et il m'a dit un truc qui m'a vraiment ouvert les yeux. Il m'a dit, tu vois, là, typiquement, c'est bien market. Il n'y a plus de volume de transactions. Donc, les marketplaces, c'est pas forcément pour tout de suite. Et du coup, je me suis dit, bon, ce qu'il m'a dit, c'était plutôt, ça a du sens, a priori. Je suis d'accord avec lui, to some extent, mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça dont vous avez un peu le sentiment? Je pense que avec l'historique que vous avez vu sur les précédents cycles. Ouais, justement, si tu regardes un peu ce qui a fonctionné parce qu'on dit tout le temps, c'est dans les bear markets que les meilleures boîtes se sont créées, voilà. Donc c'est en partie vrai, hein, Uber, Airbnb, voilà. Mais quand tu regardes, c'est toujours des boîtes qui, alors Uber c'est moins vrai, mais qui cherchent à te faire économiser de l'argent. Parce qu'en récession, ce qui est la ressource rare, c'est l'argent. Et donc du coup, effectivement, je pense que toutes les boîtes qui ont un impact positif, soit sur ton revenu, soit sur ta marge, elles vont rester. En revanche, les boîtes un peu nice to have, etc., c'est moins évident. Et typiquement, le délire de payer 100 € un client qui te ramène en fait une marge négative pour lui livrer ses courses en 10 minutes alors qu'il a enfin pris un bas de chez lui, franchement,
ça va pas marcher, quoi. Et c'est sûr que ça va pas marcher. Et donc du coup, heureusement, ça va, je pense, assainir un peu le truc. Mais effectivement, je pense qu'il va y avoir une dichotomie très forte entre les boîtes qui ont un business model prouvé avec des marges correctes et qui font gagner de l'argent à leurs clients, et des boîtes qui sont vraiment P36 sur ta liste de priorités et qui n'ont pas vraiment de business model clair, quoi. Puis je dirais aussi que je pense que à chaque fois que ça remonte en bull market, de manière cyclique, il y a aussi une corrélation avec le fait que le Bitcoin ait un halving. Donc là, le prochain est en 2026, c'est un peu long. Mais moi, je pense que ça va remonter à partir du moment où les gens reprendront confiance dans le Web3, reprendront confiance dans la DeFi. Parce qu'actuellement, on l'a vu avec Celsius, Three Arrows, Ethera. Là, c'est assez problématique, la confiance baisse, donc on a envie de retirer nos tokens qu'on détient. Au final, les prix des tokens plongent et l'écosystème en entier perd de sa confiance. Et je pense qu'à partir du moment où voilà, les gens pourront mettre le focus plus sur des projets qui réussissent que sur des projets qui ne réussissent pas, je pense que ça va remonter, peut-être pas en bull market, mais de manière un peu plus stable et les investissements reprendront plus belle. Jusqu'à présent, ça c'est peut-être mon avis personnel, enfin, je pense que c'est aussi factuel, il y a beaucoup plus de projets B2C qui ont créé cet effet de réseau que de projets B2B. Parce qu'en B2C, on a eu les ICO, puis après la DeFi, puis après les tokens de gouvernance, puis après il y a eu les NFT, et là en ce moment c'est plus ou moins les DAO. Donc il y a tous les use cases un peu B2C qui sont exécutés. Est-ce que ce bear market, c'est peut-être pas le moment de voir des premières boîtes B2B, Web3 qui font la différence? Bon, je sais que vous avez investi dans crypto, typiquement Bertha, je crois. La plupart de nos investissements crypto sont B2B, en vrai. Et en fait, je suis d'accord avec toi sur la conséquence, mais je suis pas d'accord avec le constat. En fait, comme je disais tout à l'heure, effectivement, à partir du moment où tu alignes client, utilisateur, investisseur, du coup, tu donnes accès à du retail. Donc, il y a beaucoup de retail qui participent aux ICO, qui utilisent des protocoles de DeFi, etc. Maintenant, la réalité, c'est que les gens qui passent leur journée à trader sur DYDX, je ne sais pas vraiment si c'est du B2C, tu vois. Enfin, c'est du pro-trader, etc. Et c'est pareil pour les power users de OneInch, de la plupart des protocoles de DeFi. Donc, je ne sais pas vraiment si c'est B2C, B2B. En revanche, le constat, je partage à moitié, mais en revanche, la conséquence qui est l'émergence de boîtes B2B crypto, et particulièrement sur le fait de bridger l'économie traditionnelle centralisée et le monde crypto, ça je suis à 1000% d'accord, et notre thèse d'investissement elle est très clairement là-dessus. Donc effectivement on a investi chez Kaiko qui est un fournisseur de data sur les marchés crypto en B2B. On a investi chez Cryptio qui fait la comptabilité et le reporting pour toute boîte qui détient des tokens sur son bilan. On a investi chez Kiln qui fait du staking as a service, donc souvent distribué à des entités qui détiennent beaucoup d'actifs à staker, donc plutôt des DAO et des protocoles et des fonds d'investissement, donc plutôt B2B. Et ensuite, donc ça c'est le côté centralisé, et ensuite côté plus décentralisé, effectivement Angle et Morpho. Je pense que les utilisateurs aujourd'hui, alors Morpho c'est pas encore complètement live, mais les utilisateurs d'Angle aujourd'hui, je dirais que c'est plutôt du B2B quand même, quoi. C'est plutôt des DAO ou des espèces de semi-pro, quoi. Et après, ouais, Sismo, Immortal Game qui pour le coup est du B2C pur, c'est un peu d'user. Il n'y a pas encore de jeu, je crois. C'est quoi un investissement d'impact dans le Web3? Tu parlais d'impact, tu disais que les nouveaux diplômés veulent faire de la crypto ou de l'impact. C'est quoi un investissement d'impact dans le Web3? Donc déjà, c'est un gros sujet. Moi, là, je suis en train de me plancher dessus parce que en gros, pour lever un fonds, on est obligé d'avoir quelque chose à raconter autour de ça parce que c'est hyper important, c'est l'avenir. Il y a des penchants de la crypto qui sont très impact sur la gouvernance, etc., la capacité d'incentiver les gens qui en font partie. Enfin, pas toujours, hein, mais quand même, globalement, là, ça va dans le bon sens. Et après, il y a toutes ces histoires autour de la consommation énergétique et compagnie. Ben, ça, c'est
un énorme problème pour tous. Ça avance pas assez vite. Après, il y a toujours ces histoires de proof of work, proof of stake, qui est un peu le truc de base que tout le monde maintenant a commencé à dissocier et à s'interdire de faire quand c'était dans le mauvais sens. Et est-ce que par contre après la crypto peut avoir un impact social réel? Il y a des cas d'usage intéressants comme ce protocole là qui rémunère les gens qui installent des tours télécom en Afrique ou des choses comme ça, ou donc qui peuvent être un proof of human work, c'est ça le mot. J'avais vu un article là-dessus. Il y a du coup on peut avoir des projets et à impact et crypto qui fonctionnent quand. Partage tes idées. Ouais, pas grand chose à rajouter, si ce n'est peut-être deux exemples, quoi. Le premier, c'est encore une fois les cryptos. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça permet de représenter de manière digitale un actif rare, voire unique, avec des NFT. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il y a comme actif rare? Le plus rare qui soit, c'est l'état de notre planète, quoi. Et donc toutes les boîtes toute la tendance de Regenerative Finance qui s'intéresse à représenter sous forme de tokens des actifs naturels et donc permettre soit de les trader, soit de les préserver, tout ça c'est un des pans. Et l'autre pan, encore une fois, si on revient à la base de la décentralisation, qui est donc transparence, inclusion, résistance à la censure, etc. En tant que tel, ça a un impact positif sur la société. Parce que ça permet justement de retirer le pouvoir d'entités centralisées, surpuissantes, JP Morgan sur la finance, Facebook, Google sur l'information, etc. Donc voilà, quelque part, quasiment par design, il y a une forme d'impact, en tout cas dans la transparence et dans la lisibilité des projets décentralisés. Aussi dans les collections de NFT qui sortent, typiquement ce que font les boîtes qui sont à la fois crypto et impact. Ils lancent une collection de NFT, elles obtiennent des revenus grâce à cette collection, et une partie de ces revenus va revenir à des associations avec qui ils ont monté des partenariats. Ça peut être VVF, la SPA, je vous donne des exemples comme ça, où au final vous aurez acheté un NFT qui vous appartient, et la valeur de ce NFT, c'est par exemple à la SPA d'améliorer la qualité des animaux grâce à votre achat. Donc ça permet quelque part de rewarder l'acheteur de NFT, pas forcément en token pur, mais en valeur ajoutée à la société. Donc je trouve que ce modèle est vraiment hyper intéressant et j'ai vu 2-3 startups passer comme ça et je pense que c'est un bel avenir pour le développement de ces startups. Thanks. Partage, tu parlais de Regen, c'est ça la mouvance? Ok, tu m'apprends un truc, merci. La discussion sur la valorisation, c'est un peu comme une discussion sur le salaire. Est-ce que vous pouvez partager des bonnes pratiques de marché en fonction de la maturité de l'entrepreneur, de l'investisseur, du marché, une sorte de grille, du genre c'est ma première boîte, je sors d'école, j'arrive à prouver un concept cool, qui a du potentiel, je lève, à quelle valeur je peux espérer lever? Franchement, je pense que justement, s'il y a un endroit où la loi du marché s'applique, c'est vraiment la valo, quoi. Donc je pense pas qu'on puisse, en fonction d'un âge, d'un genre, d'un diplôme. Mais souvent, en précise, il y a beaucoup moins de compétition entre les fonds. Donc vous faites des investissements de conviction. Ouais, ça dépend. Mais... Non, en réalité, il y a de la compétition entre les fonds vraiment partout. Et franchement, je sais pas si c'est sain, mais en tout cas, ce sera toujours lié. Les montants levables au début seront toujours liés à l'attractivité du secteur, à la qualité du sujet, à la qualité de l'entrepreneur. Enfin, en tout cas, la valeur intrinsèque du dossier, quoi. Alors attends, je reformule. Avant que les boîtes viennent vous voir, souvent elles ont peut-être fait un round avec des BA. C'était leur premier round. Peut-être, ouais, ça dépend. Mais ouais. C'est quoi en moyenne les termes de ces rounds-là? Ça fluctue pas mal en vrai. Enfin, vraiment, déjà il y avait plein de trucs qui étaient faits en safe, donc ça convertit à ton round à toi. En plus, non, franchement, il y a tous les cas de figure, quoi. Parfois, t'as le mec qui a réussi à avancer super loin sans jamais lever d'argent. Parfois, il y a un mec qui s'est fait massacrer par les BA, mais c'est quand même un bon entrepreneur et finalement la chance lui sourit parce qu'il la mérite. Franchement, c'est trop difficile, je pense. Je sais pas si... De 5 à 35, quoi. Ouais. Mais 35, c'est rare. De 5 à 35, c'est ça que tu dis 5 à 35. 5 à 35. Mais Okay. tu as un facteur 7, donc en fait, ça veut dire qu'il y a à peu près.
pas normal Ouais. d'avoir Ouais, ok. un écart aussi gros. Et donc, Ouais, 35, c'est plus successful entrepreneur qui a déjà vendu sa boîte et qui remet la moitié avec son argent. Alright. Donc ça, c'était la question un peu pré-deal. Post-deal, ok. Comment vous créez du lien avec les fondateurs dans le temps? Est-ce que, à quel point vous êtes proactif? Est-ce que vous allez dans les bureaux de vos participations? Je sais pas, des fois vous faites des réunions avec eux, vous écoutez, vous donnez des inputs. Ça dépendra vachement des fonds, mais c'est hyper important. Je pense que c'est pareil dans nos trois cas. Donc, on a un nombre de lignes limité par investisseur. Franchement, on y met une partie de notre vie. On s'implique énormément, quoi. Donc voilà. Après, c'est toujours pareil. Il y aura des moments clés, quoi. Donc, quand ça va très bien, quand ça va très mal, les choses s'emballent et c'est là où il faut être là. En ce moment, il y a pas mal de personnes pour qui ça va pas très bien. Donc, franchement, les 2 tiers de mes journées sont allouées à les passer avec des entrepreneurs. On se parle toute la journée sur WhatsApp. Je veux dire, ils pourraient bien dormir à la maison s'ils voulaient, quoi. Genre, on a un lien hyper fort. Après, bon, ils sont tous des profils très différents, quoi. Mais on les aide vachement et aussi on a mis en place une espèce de plateforme avec 4 personnes à temps plein où là, c'est plutôt une machine de guerre pour les aider sur les opérations et compagnie et qui les accompagne un peu, qui sont un peu aussi une sorte de hotline, quoi. Combien tu gères de boîtes question complémentaire à la question. Ouais. Combien vous gérez de boîtes, entre guillemets, chacun? Ouais, moi j'étais un peu boulimique au début, donc je me suis raccroché à pas mal d'entrepreneurs, mais en tandem au début, donc souvent j'étais avec un partenaire, quoi, donc globalement plus le temps passe et plus du coup j'ai pris un peu de champ, quoi, donc je suis toujours là quand il faut, hein, mais et en perso 7. Ouais, pareil pour moi, 7. Et juste pour revenir sur ta question, déjà, ça dépend énormément du profil des entrepreneurs. T'en as qui sont très demandeurs et t'en as d'autres qui le sont moins. Ça dépend des moments. Comme le disait Alexis, il y a des moments clés, des moments pivots où il faut être là et il y a des moments où en fait, c'est un peu plus business as usual. Néanmoins, c'est quand même rare qu'il se passe une semaine sans que j'ai chacun de mes vendeurs sur WhatsApp. Et ensuite, nous, chez Alven, il y a un élément particulier sur lequel on se dit que là-dessus, on n'a pas le droit de se planter, c'est la construction d'équipe. En fait, c'est une startup, il y a plein de sujets qui peuvent bien se passer, mal se passer, le produit, le go-to-market, le marché, plein de trucs. Mais le truc qu'on se pardonne pas, entre guillemets, c'est que nos boîtes se plantent sur la construction d'équipe et le recrutement. Et donc, c'est pour ça que, on a mis en place, pareil que chez Exchange, j'imagine chez Westar aussi, une équipe plateforme. Et l'équipe plateforme chez nous, elle est très, très, très fortement tiltée vers le recrutement. Et donc, on a 2 personnes à temps plein pour aider les boîtes de recrutement. On a des personnes externes. Et on a lancé depuis peu un programme qui s'appelle Opération 3. Et dont l'objectif, c'est de choper des top talents Web 2, donc des gens qui ont minimum 3, 4, 5 et plus années d'expérience en Web 2 dans des très belles boîtes, dans différents rôles, des devs, des products, des marketeurs, des partnerships, des biz-dev, des RH, des finances, etc. Et de les former sur une période de 6 semaines au Web3 et ensuite de les matcher avec une quinzaine de partenaires qu'on a sélectionnés. Donc ça va de Morpho à Sandbox et Sorare, pour en fait créer des nouvelles cohortes d'employés Web3, mais qui sont expérimentés et qui ont vraiment bossé dans des boîtes en hypercroissance auparavant. Ouais, et chez Wellstar, je pense que le côté principal, c'est l'aide à l'internationalisation, principalement Web3, puisque les modèles sont décentralisés par nature. Et étant donné qu'on a des bureaux à la fois aux US, en Europe et en Asie, selon le type de boîte, l'aide peut varier. Donc par exemple, pour tous les entrepreneurs en gaming, l'Asie du Sud-Est, c'est exceptionnel. Il y a de plus en plus de play to earn qui se créent là-bas. La plupart des guildes, les joueurs qui s'inscrivent sur ces guildes, donc les guildes, c'est des hedge funds qui eux-mêmes investissent dans des play to earn. La plupart des gamers sont là-bas. Et à partir de là, ça permet à nos boîtes d'obtenir davantage de clients, davantage de traction, et donc de les permettre de les aider à scaler là-dessus. Et pareil aux US, mais peut-être plus sur le côté CeFi, où on peut présenter des institutionnels qui seraient très friands d'utiliser les produits DeFi de nos startups en portefeuille.
c'est important pour les entrepreneurs, c'est les CEO de boîte, d'avoir des gens à qui parler parfois. Enfin, je veux dire, ça paraît absurde et fragile comme propos, mais en réalité, c'est des premiers de cordée, quoi. Et donc, toute la journée, ils gèrent des problèmes, ils essaient de déplacer des montagnes, encore une fois, avec leur volonté. Et du coup, c'est sympa qu'ils puissent ouais, échanger librement avec quelqu'un qui est extérieur à leur organisation, parce que ça leur permet aussi de prendre un peu de recul et de souffler, quoi. Souvent, quand on est un jeune entrepreneur, bah, du coup, on est entouré, on a ses investisseurs, ses advisors. Quel conseil vous donnez aux entrepreneurs pour, comment dire, pour faire le pour et le contre des conseils qu'on leur donne? Parce que ces questions viennent aussi de mon expérience, hein. J'étais jeune, c'était ma première boîte avec EquiSafe. J'avais le sentiment d'avoir beaucoup besoin de conseils. Et au final, bah, j'essayais de faire la moyenne de tous les conseils et de me faire une conviction. Mais bon, c'est souvent difficile parce qu'avec DBA, il y a aussi ce lien un peu paternel-paternaliste, qui fait que aussi on est biaisé de nous-mêmes. Et j'ai mis beaucoup de temps, et quand j'ai réalisé que j'ai réussi à dépasser ça, bah, ça m'a fait quelque chose. Ça arrive souvent qu'il y ait des entrepreneurs justement qui puissent être un peu déboussolés quand ils partent en roadshow et des trucs comme ça, surtout si c'est une PA de la boîte ou qui est pas forcément, ça n'a pas encore décollé, etc. C'est que ici il y a un énorme biais chez les VC, c'est qu'ils sont quand même, ils ont quand même des convictions et le métier est fait de persuasion, genre de ses camarades, des entrepreneurs, etc. Et donc on a souvent des avis et en fait très souvent ils n'ont pas forcément non plus une grande valeur. On peut apporter de l'expérience, ça c'est le côté un peu neutre et intéressant. Et après souvent les gens ont tendance, qu'ils soient BA, qu'ils soient anciens entrepreneurs à succès, à prendre leur expérience comme une vérité, quoi, et surtout à le déclarer avec beaucoup de manière très convaincante, quoi. Et c'est vrai que je pense que il y a un moment où, quand on est entrepreneur, il faut arriver à s'écouter soi-même. Quand on est investisseur aussi, on peut avoir plein d'avis externes. Il faut apprendre à s'écouter soi-même. Et ça, c'est le plus dur, je pense, c'est d'arriver à avoir quelques personnes qui donnent des bons conseils parce qu'on a pu tester leurs conseils. Et donc, c'est devenu des personnes de confiance, quoi. Et donc en fait, tu peux pas prendre les conseils de 150 personnes en faire une moyenne. Il faut prendre ceux d'une personne que tu crois, avec qui tu as déjà pu appliquer ses conseils. Alors, Ouais. tu pondères évidemment à chaque conseil. Ouais. Exactement. Je suis assez d'accord. Enfin, il faut pas oublier que le conseil, il est toujours d'abord dans l'avantage de la personne qui le donne. Et donc, le BA, il a donné un conseil parce que lui, il a fait ça comme ça il y a 20 ans sur une boîte qui n'a rien à voir. Et donc, voilà. Et l'investisseur, il va te donner un conseil parce que ça l'arrange lui, parce que, je sais pas, il veut payer moins cher, ou je sais rien. Donc, voilà. Donc, je pense que le premier sanity check, c'est de se dire pourquoi est-ce que cette personne me dit ça? Est-ce que c'est vraiment pour mon intérêt ou est-ce qu'elle y trouve un intérêt aussi? Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Chacun cherche son midi à sa porte, mais il faut au moins se poser la question. Voilà, au moins se poser la question. Et l'autre élément, c'est peut-être d'avoir une démarche un peu scientifique, quoi. C'est-à-dire de prendre chaque conseil comme une hypothèse qu'il faut tester et se faire ses propres convictions pour ça. Ouais, moi je pense que si j'étais entrepreneur, j'agirais de la sorte. Je demanderais à la fois des conseils à mes investisseurs, puis à mes précédents investisseurs si jamais ils sont sortis de mon round, parce que comme ça ils seront complètement objectifs. Ensuite, un conseil de la part d'un ami, puis un conseil de la part de quelqu'un qui est déjà dans la boîte. Je ferais une moyenne pondérée un peu de voir ce qu'il en sort, parce que ce serait des conseils déjà hyper variés, je pense, et deux qui auraient une origine, un biais qui eux-mêmes seraient différents en termes de confiance. Et j'essaierai de voir un peu le milieu de tous ces conseils pour en déduire le meilleur chemin à suivre, quoi. Je vous dis comment je fais, moi, ou pas? Allez. Non, mais en fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le premier élément qui est d'attirer les talents, et ça peut être des employés, mais aussi des advisors et des investisseurs. Et il y a aussi bien qualifier le besoin, comme tu disais, Bartosz, c'est quoi les questions, la vraie question auxquelles je dois avoir une réponse, et qui est-ce que j'estime être le plus qualifié pour répondre à ces questions. Et moi, ce que je me suis souvent rendu compte, c'est que trop de conseils tuent le conseil. Pour le next round, c'est quoi le truc le plus fou que vous avez fait pour aider vos boîtes pour faire leur prochain tour?
Mike is yours, guys. Je sais pas si c'est un truc, fou, mais Bah, tu peux quand commencer vous sur battez pour Ouais. une boîte, ça ressemble à quoi? dans laquelle on est déjà investisseur. Ouais. Aller chercher des intros vraiment tirées par les cheveux pour des clients. Et donc aller pinguer une personne qui connaît une personne qui connaît une personne dont la sœur a travaillé avec la cousine de cheval. Donc ça, on le fait pas mal. Et l'autre truc, c'est en gros, on n'est jamais aussi attirant sur le marché. Tu posais la question spécifique de pour un prochain round. Donc on n'est jamais aussi attirant que lorsqu'on a une alternative. Et donc ça peut nous arriver de nous prononcer avec beaucoup de conviction très tôt lorsqu'une boîte va lever un nouveau tour en disant bah nous on veut prendre un minimum X, sachant que peut-être que ce X est un poil stretch pour nous quand même. Mais grâce à ça, en fait, ça impulse une dynamique et ça met l'entrepreneur en confiance, etc., etc. Et donc, ça crée en fait une dynamique vertueuse. Ouais, donc on va beaucoup s'impliquer dans la préparation, quoi. Après, c'est vrai que ça peut être hyper contre-productif si on peut pas sortir les violons ou essayer de faire les vendeurs de tapis parce que en fait, les gens savent comment on se comporte d'habitude et tout le monde sait qu'une très bonne boîte, on n'a pas besoin de faire de la prévente quand on est VC ou autre. Donc, surtout, je pense qu'on ferait du dommage si on essayait de forcer la main de quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc, comme dit Bartosz, c'est faire des intros super qualifiées direct parce que vu qu'on est on a une marque, ils vont probablement écouter, mais pas plus. Après, un peu comme dit Bartosz, on se rend pas compte à quel point ça peut être demande beaucoup de conviction de réinvestir beaucoup sur une boîte dans laquelle on est déjà à bord. Parce que si elle va très bien et qu'elle pète le feu, ben de toute manière, elle va partir en tour et elle aura envie de se frotter au marché parce qu'elle va être persuadée qu'elle va pouvoir aller chercher Andreessen Horowitz. Donc, en fait, elle acceptera pas qu'on vienne bridger ou venir renforcer une position, etc. Et donc très souvent, quand on doit relider un tour après un premier tour, c'est que on double down sur une boîte qui n'a pas encore prouvé quelque chose à 100%. Ou alors on est vraiment très habile, mais du coup, ça franchement, je pense que c'est vraiment le hat-trick du VC parce que c'est extrêmement rare, quoi. Et quand c'est fait, c'est beau, quoi. Ça veut dire que il fallait pas que tout se prouve par les chiffres pour continuer à prouver sa confiance en l'entrepreneur, etc. Et la manière dont il gérait sa boîte était en train de nous convaincre encore plus, quoi. Alright. Alors, merci pour tout. J'avais préparé des mini-jeux assez fun, mais on va les squeezer aussi. Du coup, c'est les mots de la fin. Est-ce que chacun de vous pouvez donner soit un conseil, soit un élément que doit retenir chacune de ces personnes-là en partant ce soir? Faites-vous confiance parce que je pense que si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez compris un truc avec lequel je suis totalement d'accord. Donc que ça part pour de bon, que ça va être une source d'innovation pas possible, que ça va être en gros le nouveau moteur de la vie de demain. Et donc c'est pas parce qu'en ce moment il y a des remous que faut se détourner de son choix. Au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut s'accrocher, quoi. Ouais, enfin 100% d'accord. Et peut-être soyez honnête avec nous, bien sûr, mais surtout avec vous-même sur ce que vous voulez faire et sur les moyens dont vous avez besoin pour le faire. Et laissez tomber les paillettes, TechCrunch, le bullshit, etc. Et juste écoutez-vous, quoi. Ouais, je sais pas trop quoi dire après ça, mais sûrement rester hyper optimiste malgré le contexte. C'est quelque chose qui est pas facile, mais je pense quand même qu'il y a des super opportunités à saisir. On le voit rien qu'en termes de fonds, en fait. Ça pourrait vous rassurer dans le sens où Andreessen, ils viennent de lever 4,5 milliards en fonds crypto, Immutable 500 millions, donc il y a les liquidités quand même qui sont là derrière pour vous soutenir, malgré que le contexte global est assez incertain. Il y aura toujours des gens pour vous financer, donc gardez la pêche, soyez hyper optimiste et ça va le faire, quoi.